Qu'est-ce qui fait que la Polynésie soit aussi vulnérable face au changement climatique? Alors la Polynésie est très certainement l'une des régions les plus vulnérables, donc les plus touchées par le changement climatique, donc pour différentes raisons. La première, c'est que ce sont des territoires insulaires, donc avec une surface très limitée, avec une impossibilité de migration, c'est-à-dire que si les populations sont menacées par exemple par une élévation du niveau marin, elles ne pourront pas aller plus loin dans les terres comme elles pourraient le faire sur un continent plus grand. En Polynésie, les gens vivent principalement en bord de mer, sur la très petite bande de littoral à faible altitude, et elle aura beaucoup de difficultés à migrer. Pour les espèces, c'était exactement la même chose. D'autres raisons, au niveau économique, par exemple, l'économie de la Polynésie est principalement basée sur les ressources naturelles, à travers le tourisme, à travers par exemple la perliculture, à travers l'agriculture et le changement climatique. On sait qu'il aura un impact très fort sur ces ressources, donc finalement un impact très fort sur l'économie de la Polynésie. Il y a peu d'industrialisation en Polynésie. Alors tout à l'heure vous parliez d'un impact sur le tourisme, quoi par exemple? Alors le tourisme pourrait être impacté à différents niveaux. Donc le premier, c'est bien sûr la dégradation de la biodiversité. De nombreux touristes viennent en Polynésie pour la qualité des plages, pour la qualité des récifs, pour observer la faune marine. Si on a ces plages qui seront érodées par une élévation du niveau marin, si on a ces récifs qui seront touchés par un blanchissement des coraux, par exemple, la Polynésie sera forcément moins attractive pour ces touristes. D'autres raisons, si on a des maladies, par exemple, qui seront entraînées par de nouveaux insectes vecteurs qui pourraient arriver, si on a des cyclones qui seront de plus en plus violents, donc une dégradation... C'est ce qui va arriver? C'est ce qui peut arriver, en effet. On a le GIEC, encore une fois, projette une intensification des cyclones, c'est-à-dire des cyclones dans toutes les régions tropicales mondiales de plus en plus violents. Pas forcément plus nombreux, mais des cyclones de catégorie 4 et de catégorie 5 plus nombreux. Et par contre, les cyclones de catégorie inférieure, plus faibles. Donc la fréquence restera la même, mais la violence des cyclones sera de plus en plus forte. Vous avez d'ores et déjà observé des espèces en voie de disparition? Alors il y a beaucoup d'espèces en voie de disparition à l'échelle de la planète. En ce qui concerne la Polynésie, on ne peut pas vraiment dire qu'une espèce en particulier ait disparu à cause du changement climatique à l'heure actuelle. Peut-être que c'est le cas, mais tout simplement on n'a pas encore réussi à le montrer. Il n'y a pas d'études là-dessus. Par contre, il y a beaucoup d'espèces menacées. Juste un exemple, donc tout le monde connaît l'exemple du corail, avec le blanchissement du corail qui est lié à une augmentation de la température de l'eau et l'acidification également de l'océan. Donc, mais c'est le corail dans une position de stress et il va blanchir et in fine, il va même mourir si jamais la situation de la température ne s'améliore pas. Un autre exemple, c'est celui par exemple de la tortue. La tortue est touchée, donc c'est une autre espèce très symbolique de la Polynésie française. Elle est touchée à différents niveaux. Le premier, c'est que son habitat de ponte est bien sûr les plages. Et si les plages sont érodées, elle aura de moins en moins d'habitat pour déposer ses œufs. La deuxième, c'est qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent que la température du sable a un effet sur le sexe des tortues. Et l'incubation de la tortue, suivant la température, le sexe sera mâle ou femelle. Et s'il y a une variation même très légère de la température du sable, ça peut finalement affecter la reproduction des tortues. Les autres raisons aussi, c'est les courants océaniques qui seront peut-être aussi amenés à changer avec le changement climatique. On sait que les tortues vont s'alimenter à l'autre bout de l'océan et reviennent à leur lieu de ponte. Elles pourront peut-être pas retrouver le chemin avec une modification des océans, des courants océaniques. Donc voilà, tout un tas. Ça c'est simplement un exemple, mais il y en a de nombreux autres. Ces modifications du climat auront des impacts sur également les forêts d'altitude, sur les espèces envahissantes et finalement sur toutes les espèces endémiques de Polynésie française. Alors, on parle d'une élévation de la mer. En 2008, un habitant émettait environ 3 tonnes de CO2. Thomas Chabrol l'a rappelé également dans le reportage. Face à ces chiffres, pourrait-on qualifier la Polynésie de mauvais élève? Alors là, finalement, dans le monde, tout le monde est un peu un mauvais élève. C'est-à-dire que le changement climatique est lié
aux activités humaines et les activités de chacun sont responsables du changement climatique. Donc on peut pas vraiment juger un pays plus qu'un autre. Alors on cite toujours les États-Unis, la Chine, qui sont des très gros pollueurs, qui émettent des quantités de CO2 phénoménales. Mais la Chine, en même temps, produit presque tous les biens de consommation, enfin une grande partie des biens de consommation qui sont consommés partout ailleurs dans le monde. Donc finalement, les émissions qui sont émises en Chine sont valables pour toute la planète. Donc la Polynésie, avec ses 3 tonnes de CO2 par habitant et par an, a un score plutôt faible si on le compare à celui de la France, qui est de 6 tonnes par habitant et par an, à la Nouvelle-Calédonie qui est de 11 tonnes par habitant et par an, mais en même temps a, comme je le disais tout à l'heure, une industrialisation qui est plutôt peu importante. Donc finalement, ces processus, enfin l'industrie étant le pôle d'émission le plus important habituellement, voilà, tout ça pour dire qu'on ne peut pas vraiment comparer ce qui n'est pas comparable. La Polynésie n'a-t-elle pas trop attendu pour s'intéresser à cette problématique ? Malheureusement, je pense que oui. La Polynésie n'est peut-être pas encore assez sensibilisée sur ce problème. Sensibilisée, à votre avis, pourquoi je dirais, s'est réveillée un peu tard ? Alors, pourquoi s'est réveillée si tard ? Je pense qu'une des raisons principales, c'est que la Polynésie, malheureusement, ne fait pas partie du protocole de Kyoto. Donc, le protocole de Kyoto est un mécanisme international qui regroupe tous les pays pour essayer de définir des orientations pour lutter contre le changement climatique. La Polynésie est un peu exclue de ces processus et ne participe pas à ces négociations internationales. Et finalement, il n'y a pas de répercussion locale de ces débats. Donc, elle est un peu perdue au milieu du Pacifique et elle passe à travers les malles du filet pour beaucoup de sommets et beaucoup de discussions sur ce sujet. Alors, on parlait du protocole de Kyoto, mais est-ce que la Polynésie est déjà entendue par l'État ? Alors la Polynésie est entendue par la France et la France devrait normalement répercuter les vulnérabilités de la Polynésie au niveau des négociations internationales, mais malheureusement on ne parle pas assez, c'est-à-dire que maintenant on le voit, on l'a vu avec ce rapport, la Polynésie est l'une des régions les plus vulnérables au niveau mondial et pourtant quand on parle au niveau international, quand on parle du changement climatique, on parle des Tuvalu, on parle des Kiribati, voilà, la Polynésie a 20% des atolls de la planète. Les atolls sont certainement les îles les plus menacées par l'élévation du niveau marin et 20% sont en Polynésie et pourtant on continue à citer l'exemple des Tuvalu et l'exemple des Kiribati. Pourquoi ? Parce que ces pays ont fait un énorme travail de communication, ont fait un énorme travail de sensibilisation de leur population. Ce qui ne se fait pas en Polynésie ou on commence tout juste. Ce qui ne se fait pas assez en Polynésie. Et certainement par l'absence de la Polynésie dans ce processus du protocole de Kyoto, la Polynésie n'a pas finalement été invitée à rendre des comptes sur la situation dans son pays et surtout n'a pas été aidée pour le faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'experts internationaux qui sont venus en Polynésie pour essayer de voir quelles étaient les vulnérabilités. Donc c'est pour ça que le ministère de l'Environnement a souhaité de manière proactive et de manière indépendante faire ce travail d'état des lieux qui est fait partout ailleurs dans le monde à travers le protocole de Kyoto et pour présenter finalement au monde, déjà au niveau local, au niveau national, mais aussi au niveau international, les vulnérabilités spécifiques de la Polynésie. Et c'est la station GUMP à Montréal, donc l'Université de Californie, Berkeley, avec Eleonora Avaliano et moi-même qui avons été chargés de réaliser ces études. Mais c'est pas seulement la station GUMP, c'est aussi tous les acteurs du réseau changement climatique Polynésie. Comment est-ce que vous avez fait pour récolter toutes ces informations ? Alors, pour récolter des informations, on a essayé de contacter toutes les personnes qui potentiellement pouvaient nous apporter des éléments d'information et qui potentiellement étaient intéressés par le changement climatique. Donc, tous les centres de recherche qui travaillent sur le corail, qui travaillent sur beaucoup d'autres choses, toutes les associations qui travaillent sur le développement durable, ce genre de thématiques, le secteur privé, les services publics également, ont été concertés et nous ont fourni des informations. On a écrit ce rapport. Ce rapport a été revu par l'ensemble des contributeurs. Donc 100 personnes ont relu ce rapport, l'ont édité, l'ont corrigé pour que ce soit un rapport partagé par tous et qui soit très représentatif de la situation locale.